Bonjour, bienvenue à Ouvre ton mic. Je m'appelle David Bocage. Bienvenue à ce show où on met en relation un artiste établi, en l'occurrence Elliott Maginot. Reconnu pour sa voix feutrée et ses orchestrations planantes, Elliott Maginot s'est démarqué en 2021 avec l'album Easy Morning. Il est actuellement en nomination à la disque pour spectacle et album anglophone de l'année. Elliott Maginot, avec plein de jeunes artistes de la même discipline qui en sont à leur balbutiement. Rencontrons les jeunes artistes qui sont là. Donc bonjour, mon nom est Iman Shafi, j'ai 22 ans et je suis interprète. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. Salut, moi c'est Gabriel Bourque, je viens de Victoriaville. Je suis interprète en chantant de l'opéra. Moi, c'est Ange Linda, j'ai 20 ans, je suis interprète. Sometimes love can come and pass you by while you're busy making plans. Moi, c'est Sarah Bess-Bess, je suis interprète également, puis j'habite à Gatineau. It's not a cry that you'll hear at night. It's not someone who will see the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Salut, moi c'est Marianne Tourini, je viens de Victo, puis je m'en vais en secondaire 5. Moi, c'est Rosemary, j'ai 20 ans. Je chante depuis environ 7 ans. Je n'ai jamais eu d'adresse ou rien qu'une fausse identité. Je suis originaire de Lévis, j'ai 20 ans. Puis, je suis plus interprète. If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Et à Sherbrooke, j'ai 18 ans. Je chante depuis que je suis toute petite. Dans la dernière année, je me suis lancée un peu dans l'écriture de chansons, moi aussi. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. Yes, on a un beau mix de talents différents qui viennent d'un peu partout. Elliott, ça va? Ça va bien, toi? Absolument, merci d'être là. Merci de l'invitation, quel plaisir. Toi, ça fait combien de temps que tu es officiellement à temps plein, auteur, compositeur, interprète? Que c'est ma job, ça va faire 5 ans. 5 ans? Ouais, 5-6 ans. Toi, t'es rendu à combien d'albums? T'en as quand même une coupe à ton actif. 3. J'ai fait 3. 3 albums. Toi, juste un petit peu de background, tu viens de quel coin? Je suis né à Saint-Hyacinthe, Okay. petite ville entre Montréal et Québec, là, Ah pour ceux qui oui. ne connaissent pas. Comment tu trouves ça quand tu retournes jouer dans ton coin? J'adore ça, c'est sûr. C'est sûr que ça fait tellement longtemps que plus le temps passe, moins je connais de gens qui sont là-bas. La plupart de mes amis qui de Saint-Hyacinthe sont rendus à Montréal, ma famille qui est rendue à Montréal aussi. Quand tu repenses à toi qui as commencé à faire de la musique, Ouais. quelles affaires que tu sais aujourd'hui et que tu aurais aimé ça savoir, tu aimerais ça dire à toi quand tu as commencé à faire ça? J'aurais peut-être aimé savoir que t'es pas obligé de dire oui à tout. C'est pas parce que quelqu'un vient te proposer quelque chose qui semble être excitant que t'es obligé de dire oui tout de suite. Prendre plus le temps de réfléchir, puis de comprendre que t'as beaucoup d'outils toi-même. Les gens vont souvent te dire que des choses sont pas possibles, puis que t'as besoin d'eux, puis c'est vrai qu'il faut savoir bien s'entourer, il faut accepter l'aide, c'est un travail d'équipe, très certainement. Mais se faire confiance un peu plus, puis pas penser que les gens savent mieux que toi ce qui est bon pour ta carrière. Y a des moments où tu fais comme, hey, man, je vis de la musique. Tu prends un moment juste pour. Tout le temps. Chaque fois que j'ai pas à me lever à 7 h du matin pour aller faire un travail qui me tente pas, je suis comme. Ça va J'ai être une bonne gagné. journée, j'ai gagné. T'as-tu eu des mentors ou des gens en début de carrière qui t'ont. Certainement. Qui sont-ils? Puis, Tantôt, on parlait avant l'émission des Sœurs Boulay qui ont un rôle extrêmement important dans ma vie personnelle et professionnelle. Ils m'ont vraiment pris sous leurs ailes en début de carrière. J'ai fait beaucoup de tournées avec eux. J'ai vraiment appris à faire de la tournée avec eux. Je faisais des premières parties, puis
On est devenus extrêmement proches. Puis eux, ils ont eu un énorme succès très, très rapidement sur le premier disque. Ça a été complètement intense. Puis c'était des tournées de fou. Puis je les ai vus se rendre trop loin, là, se brûler puis vivre des choses psychologiquement très dures. Fait que je dirais que les Sœurs Boulay, SAF, ça a été vraiment des personnes ressources. Je me souviens avoir entendu, je pense que c'était Stéphanie Boulay dans un documentaire dire comme « Écoute, c'est pas compliqué, un album, un burn-out. » Les gens sont pas nécessairement conscients de tout ce que ça implique, autre que d'écrire des tunes, faire de la musique. En fait, jouer de la musique, c'est 1% de la job à peu près. C'est quoi le reste qu'on connaît pas, quand on est c'est faire de la route. Le Québec, c'est grand, c'est tellement grand, puis il y a tellement peu de gens au Québec, là, la densité. Fait que c'est faire beaucoup de routes, beaucoup d'attentes. Faut que tu apprennes à bien meubler ton temps, puis de façon intelligente, de travailler entre les shows. Parce que c'est ça, faire de la tournée, tu fais 8 heures de route pour faire 1h30 de show. Fait qu'il faut que tu apprennes à bien meubler ton temps, puis faire des choses intelligentes, parce que ça peut vite devenir très désœuvrant aussi. Il y a beaucoup d'autres disciplines qui influencent. T'influences comme artiste? 100%. Quand on dit qu'on s'inspire de la musique, souvent, c'est plus qu'on va imiter. J'ai l'impression, ce qui est normal, on cherche toujours à recréer les choses qu'on aime. Mais je pense que de prendre l'inspiration partout, dans toutes les disciplines, dans toutes les choses de la vie, dans les relations personnelles, dans le... Ouais, de pas se limiter à sa propre discipline, je pense. Ben, c'est comme la nourriture intellectuelle. Ouais. Lançons le début avec ce qui est, je pense, la genèse de notre présence ici. Qu'est-ce qui a été le début qui vous a donné vraiment la piqûre de la musique? Moi, c'est la fois que, genre, mettons, tu cherches sur YouTube quand t'es jeune, là, puis là, tu cherches partout des tunes, puis tout, puis quand tu tombes sur une tune, puis tu l'écoutes, genre, en repeat, puis en repeat, toutes les soirées de temps, là. C'est là que tu commences à catcher un peu, là. Ouais. C'est quoi, mettons, l'artiste, vous, qui vous a comme donné envie d'essayer de faire ça, de chanter ou d'écrire? Moi, je pense que c'est Billie Eilish. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est un très bon choix. Ouais. Toi, Iman, c'est qui t'a donné le goût de... Honnêtement, moi, la première fois, j'étais allée dans un concert d'Avril Lavigne. Et bizarrement, oui. Back quand elle faisait des concerts. Maintenant, c'est nice, elle s'en va avec des artistes, puis elle est open pour eux. Donc, c'est gentil. Elle fait des premières parties. C'est ça, elle fait des premières parties pour des fois des petits artistes, des fois des grands artistes. Wow. Ouais, c'est ça, tu sais. Wow. Puis dans le concert, ce qui était vraiment nice, c'est qu'il y a un moment où est-ce que, tu sais, ils ont joué, of course, Girlfriend, tout ça, mais ils ont fait aussi Complicated, puis à un moment, tout le monde s'est levé, puis a commencé à taper du pied en même temps, puis je sais pas, tu te sens dans une communauté. La communion, là. Ouais. Yeah. C'est là que ça fait genre, tu sais, la musique, elle peut changer les choses. Ouais, parce que ça t'amène à une affaire qui est vraiment intéressante, mais un point, mais tu sais, écouter de la musique chez soi, c'est une chose. C'est comme, cette tune est vraiment bonne, mais comme être dans un show de musique live, c'est comme t'écoutes plus la tune, tu la vis. Ouais. C'est comme... Regarder la personne à côté de toi que tu connais pas pantoute, mais que tu vis un moment, t'es comme, il se passe quelque chose en ce moment. Là. Je t'aime, vieux monsieur polonais. Exact. Moi, c'est François Pérusse. Hey! Yes! Aucun rapport avec l'opéra, là. Aucun rapport, mais à ce moment-là, ça chie dans la pelle, là, ça a pris le bord, là. Fait qu'au début, c'est ça, écouter les chansons par cœur, on a commencé à prendre des textes, puis là, à un moment donné, c'est ça. C'est quoi ta toune? Ouais. Le soleil. Le soleil, je la connais même pas, je pense. Le soleil, c'est pas ça? C'est ça, ouais. Tombe 7? Ouais, exact, wow, avec le voiture. C'est ça. Mais je suis pas compétitif, c'est pas ça. Tu connais tes classiques, c'est bien. Mais oui, François Pérusse, c'est ça. Direct dans les veines. Mon amour de la musique, c'est à partir de là. Puis après ça, quand je me suis mis à étudier, j'ai mis de la musique classique. Puis là, c'était en écoutant ça que j'ai fait, maudit, c'est pas pire, ça. Je me suis mis à pratiquer à partir de là. C'est drôle parce que juste avant que tu parles, j'entends du Pérusse. Hey, c'est pas pire. C'est comme une musicalité, un petit peu Pérusse. Qui est un grand musicien aussi. Là, oui, un excellent bassiste. Ouais, grand bassiste. Bassiste qui était bassiste pour Luc de la Rochelière et Jean Leloup à ses débuts, qui est un autre gars de Québec, la scène de Québec, François Pérusse. Oui. Ange, t'as parlé tantôt, t'as parlé de Beyoncé, t'as déjà nommé des gens, mais ouais. Ouais. Ben, il y a Beyoncé qu'à chaque fois que je regarde ses concerts en ligne, j'écoute ses musiques, c'est comme une force que j'arrive pas à expliquer. Puis je me dis, si elle a autant d'énergie pour chanter et qu'elle arrive avec cette énergie à me toucher moi, c'est sûr que c'est pour une raison. Dès lors, je me suis rendu compte que j'ai vraiment un amour pour la musique. T'as-tu déjà vu un concert? Ouais, tu as vu live? Non, j'ai pas. Genre, c'est mon rêve d'assister à un concert de Beyoncé. Ouais, elle donne pas sa place en spectacle non plus, Beyoncé. Moi, la personne qui m'a vraiment influencée, je dirais que c'est ma mère. Ma mère chante depuis longtemps. C'était une façon pour elle d'exprimer ses émotions.
Tu sais, parfois, quand on est jeune puis qu'on comprend pas nécessairement ce qui se passe, quand elle chantait, je comprenais exactement comment elle se sentait. Ça m'a vraiment permis de comprendre comment la musique ou comment les arts pouvaient permettre de s'exprimer autrement. Puis parfois, les chansons ont les mots exacts de comment tu te sens quand tu n'es pas capable de l'expliquer. Puis j'ai l'impression qu'avec la mélodie puis tout ça, ça permet vraiment de s'exprimer autrement. Comme la danse, par exemple, c'est vraiment plus corporel. Fait que c'est vraiment ma mère qui m'a permis d'apprécier la musique, mais d'apprécier la profondeur de ça. Une des chansons qu'on a commencé à chanter ensemble, c'est Entre ma tante et bâton rouge. Puis à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux quand je la chante avec elle. Ça me fait penser à l'histoire de Dolly Parton, qui, elle aussi, entendait toujours sa mère chanter. Tu sais, un coin très, très petit, Sevierville, tu sais, Tennessee. C'est drôle comment la famille, elle peut t'influencer autant à aller dans les arts. Est-ce que des fois, ta mère t'a chanté « Nettoie ta chambre ». C'est pas les messages, non? Non, sa chambre aussi est à l'envers. Super! Et donc, toi, Rosemary, es-tu un artiste ou quelqu'un qui t'a donné le goût d'essayer ça? Moi, ça a commencé assez jeune, la piqûre de la musique. Côté francophone, je dirais Edith Piaf. Ça a quand même vraiment marqué mon enfance. Puis le côté aussi théâtral dans sa musique est venu me rejoindre. J'aimais vraiment ses chansons. C'est d'ailleurs les premières chansons que j'ai interprétées sur une scène. Puis sinon, côté anglophone, je dirais Metric, qui est un groupe rock assez quand même connu. Ah oui, Metric. Super. Jessica, live de Sherbrooke. Pour moi, ça a été Adele. Je me souviens, à l'âge de 7-8 ans, être dans mon sous-sol avec une version karaoké de Someone Like You. J'avais pratiqué cette chanson-là, puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, peut-être que la musique, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être poursuivre de façon plus assidue. Jérémy, qui a été l'étincelle? Ben, moi, dans ma famille, il y en a beaucoup qui chantent. Là. Je dis ma mère, mon oncle, mon père. Ça a tout le temps fait partie de ma vie, en fait. Primaire, début secondaire, là. Moi et ma sœur, on chantait beaucoup ensemble. Mais je dirais aussi, qu'est-ce qui m'a fait lancer, surtout dans l'écriture. Moi aussi, j'ai beaucoup de piqûre pour Billie Eilish. Ses chansons, pour elle, ça peut dire quelque chose, mais on peut tellement l'interpréter de notre façon, puis c'est comme l'approprier un peu. C'est ce qui a fait que j'ai commencé aussi à écrire. La beauté de l'art, c'est que c'est une pièce de puzzle qui fit différemment avec tout le monde pour différentes raisons. Puis c'est ça qui est magique. Parlant de famille, puis justement, c'est comme un thème. Quand tu t'es lancé en musique, comment tes parents ont réagi? Ben c'est ça, comme je me suis jamais vraiment lancé, dans le sens que j'ai jamais eu à faire comme maman, papa, je lâche tout, puis c'est arrivé graduellement où je suis arrivé à un point où je pouvais gagner avec ça sans. Fait que j'ai pas eu à faire de grandes annonces. À un moment donné, c'était comme. Un coming out. C'était comme, j'ai plus de job, c'est ça que je fais à temps plein. Je pense que, comme tout parent, ça a dû les inquiéter, mais quand ton enfant veut faire de la musique, là, non, fais pas de musique, c'est comme. Ce qui t'appelle encore, t'es-tu correct? Peut-être depuis 2 ans, là, ma mère a compris que ça va. Elle n'est plus obligée de m'amener des bouts de pâté chinois dans les. Quoi que ça fait plaisir, c'est pas ça que je dis, mais c'est. Elle cuisine très mal. Fait que non, je sais pas. non. Est-ce que tes parents vont te voir en show? Ma mère, ben oui. Ouais. Ben, plus ma mère. Ouais. Mon père aime pas le bruit, c'est un vieux grincheux. Mais ouais, une fois de temps en temps, quand je suis à Montréal, ils viennent. Ouais. Raconte-moi ton premier spectacle à vie. Ben, mon premier spectacle à vie, c'était pas une scène. En fait, c'est un de mes amis qui organisait ça. On a fait ça au Parc Morgan, puis j'avais une rallonge pour brancher la rallonge, j'allais dans les toilettes, puis j'avais branché mon ampli là, puis il y avait comme ma famille puis mes amis. Ça sonne pas comme un plan foireux, continue. C'était extrêmement foireux, mais ça m'a permis de... Voyons, pourquoi il n'y a plus de son? Quelqu'un est aux toilettes. Fait que tout passe par le petit ampli, le micro, la guide, puis j'en garde des souvenirs très tendres. C'était complètement naïf. C'était quoi? C'était combien de tunes? Vous étiez combien? Les 5 premières tunes que j'avais écrites. Puis, OK, c'était des compositions? Ouais. Ouais, c'était comme... J'avais écrit ces tunes-là, puis je les avais mis sur MySpace. Feu MySpace, pour ceux qui n'avaient pas connu ça. Oh my God, MySpace, avant Facebook. J'aime ça, t'es vraiment une vieille âme, parce que... Oui. Ouais, Dolly Parton, puis c'est... Wow. C'est vrai que t'en parles comme quelqu'un qui mettait ses chansons online en 2006. T'es comme, ben oui, c'est là que j'ai mis mon premier EP.
Juste avant Cœur de pirate, c'est weird que t'en parles parce que. D'accord, oui. on pose un dactylo. Oui, c'est ça. Oui, MySpace, c'était comme une des seules plateformes qui existait où tu peux mettre justement où les artistes faisaient découvrir avant que YouTube existe, avant que. Ouais, puis tu découvrais des artistes Oui, aussi. Tu sais, exact. la plupart des artistes, avant que toute la musique soit gratuite, mettaient 2-3 chansons de leur album là-dessus, puis là, t'écoutais les mêmes 2-3 tunes avant de pouvoir acheter le CD. Y a-tu des tunes que t'avais jouées ce soir-là qui ont été finalement enregistrées sur un de tes albums? Ouais. Yes! Il y a une tune qui a été sur mon premier disque, puis que je joue encore. Ça a quand même été mon premier single du premier disque, fait que je la joue encore de temps en temps. Là, c'est quoi le titre? La tune s'appelle Monsters at War. C'est ça. C'était-tu en français ou en anglais? Non, c'est en anglais. C'est en anglais? Ouais. Ah, OK. Est-ce que c'était stressant, votre premier spectacle? En fait, Ouais. le gros, ouais, c'est ça. Ouais, super stressant, mais tu sais, plus le stress est élevé, plus le sentiment de gratification est élevé aussi après, là, le sentiment d'avoir overcome quelque chose. De l'avoir fait à la fin. Ouais, Et des voir fois, je m'ennuie tout le presque monde chante tes chansons. C'était Yeah, comme... yeah. Ta première chanson que t'as enregistrée, t'as fait comment? Genre, c'était quoi ton processus? Yeah, bonne question. Ben, en fait, c'est que mon frère, à l'époque, j'habitais avec lui, puis il a acheté son premier Mac, puis il y avait un truc qui s'appelait GarageBand, qui est une espèce de logiciel d'enregistrement gratuit qui vient avec, puis je me suis mis à gosser là-dessus, puis j'avais un petit micro là, tout dégueulasse, là, fait que c'était juste guide voix, puis j'ai fait ça maison, j'ai droppé ça sur MySpace, puis j'avais tellement aucune idée de comment ça marchait, j'étais hyper naïf, fait que je savais pas là, qu'il y avait des gens, tu sais, que tu pouvais pas vraiment faire ça, qu'il fallait que tu ailles dans un vrai studio, que tu travaillais avec des gens dont c'était le travail, j'étais comme, I don't know, puis j'ai juste fait ça, puis... C'est un peu, en fait, comme Billie Eilish, tu sais. Ouais, c'est Elle vrai. aussi, mais MySpace, son maintenant, frère. c'est ça. Yeah, eux sont très SoundCloud. DIY, son frère aussi, encore ce jour, est extrêmement DIY, puis s'il fait ça, puis il est comme, oh, ça sonne bien, il peut l'enregistrer avec son il téléphone, le record. dropper après ça en Pro Tools. Ouais. J'adore cette technique-là de... Tu sais, encore ce jour, quand Connor, le gars avec qui je travaille, avec qui on fait des albums, il y a plein de tracks qui sont littéralement des trucs de téléphone. On enregistre des trucs avec le téléphone, on le drop, tweak un peu, puis fait que c'est la créativité, c'est ça, la technique devrait pas être un obstacle à la créativité. Si ça marche, ça marche. Tu peux faire un album avec 100$, littéralement. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de te convaincre qu'il faut que tu viennes dans leur studio à 400$ de l'heure parce qu'ils veulent justifier le fait qu'ils ont dépensé 100 000$ sur un studio, mais une carte de son à 200$, puis un micro cheap, puis tu peux faire des miracles. Il y a pas de... Est-ce que vous croyez qu'il faut avoir un background en musique pour faire de la musique? Non, absolument Par exemple, pas. solfège, non? Absolument pas. Moi, je connais rien. Pour vrai? Non? Non, j'ai aucune... J'ai aucune théorie, je lis pas la musique, j'ai jamais pris de cours. Donc, c'est vraiment juste comment tu te sens avec la musique, Ouais. que tu mets ces émotions. Ouais, les émotions. Puis tu sais, évidemment, il faut pratiquer, il faut maîtriser son instrument. Si tu as envie de chanter, de jouer d'un instrument, il faut mettre les heures. Non, l'important, c'est de mettre les heures. Ça s'est passé comment l'évolution de comme je fais de la musique dans mon sous-sol, puis OK, il y a vraiment des gens qui veulent me voir en spectacle. Puis est-ce que tu as ressenti ce gap-là ou ça a juste été naturel? Ça a été très progressif. Tu sais, ça prend des gens qui te poussent dans le cul aussi un peu. Là. Je pense que c'est très facile de tomber vite dans l'insécurité et de faire personne ne veut entendre ça puis je veux pas ça prend des en fait moi ce qui s'est passé c'est que mon frère avec qui j'habitais à l'époque je pense est tombé sur les tunes que j'avais enregistrées parce qu'à l'époque on partageait le même iPod, c'était une autre époque. Oui, le petit ou le c'était le big one Okay, avec bon. l'écran et tout, on s'était cotisé pour en acheter un deux. Fait que bref, je pense que mes démos s'étaient retrouvées dans l'iPod puis mon frère, moi j'avais jamais pensé faire écouter ça à personne, mon frère est tombé là-dessus puis il était comme hey man, tu devrais peut-être faire un show, faire quelque chose. J'étais comme t'es-tu fou man. Fait que ça prend des gens qui croient en toi quand toi, tu crois pas en toi, puis qui te donnent la petite poussée. Puis... Je me demandais justement, quand tu crois pas trop en toi au début, qu'est-ce qui te pousse à vraiment t'embarquer dans la musique? Parce que tu pourrais réfléchir, rationaliser au fait comme « Ah, je pourrais me trouver un autre emploi, que lui, il y a une base sécuritaire, financière, etc. » C'est quoi qui se donne ce petit kick-là qui fait que tu t'investis complètement dans ton art? Ben encore là, je pense que l'un ne devrait pas exclure l'autre. Je pense que tu devrais pouvoir... Je pense que vous êtes beaucoup dans des champs d'études qui n'ont pas rapport avec la musique. Je pense que c'est très cool aussi de poursuivre différentes passions, différents intérêts. Fait que, en fait, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas faire de choix. Il faut faire tout ce qu'on aime. Puis de ne pas avoir l'impression de forcer sur la chose. Il faut que ça soit naturel. Il faut que tu aies l'impression d'être sur ton X puis d'être dans tes bottines. Quand tu réalises que les Beatles puis Paul McCartney ne savaient pas lire la musique, Paul McCartney ne savait pas lire la musique. Pas trop se poser de questions. Yeah. Ouais, peut-être juste suivre ses instincts. peut-être. Ceci dit, ça peut être des excellents outils. Moi, c'est très cool de repiquer les trucs à l'oreille, mais en même temps, mes musiciens que tu leur mets une chart, puis
jouent une chanson qu'ils n'ont jamais jouée, je suis comme, pour moi, c'est de la magie noire. Là. Je suis comme, wow. Tu l'as jamais entendu. Ouais, exact. C'est Ouais. comme. Ouais. Fait que ceci dit, ça peut être des très bons outils, mais encore là, il y a beaucoup de musiciens de formation qui, eux, disent aussi que d'avoir trop de théorie, trop de technique, trop de connaissances, ça peut être un frein. Parce que tu te mets à penser à la musique en termes de qu'est-ce qui se peut puis qu'est-ce qui se peut pas. Ouais, fait que ça des fois, je fais des trucs, puis les musiciens disent « Hey, ça, c'est une structure vraiment bizarre. » Je suis comme « Ah ouais, I don't know. » Je me demandais, au niveau du processus d'écriture et tout, est-ce que c'est, mettons, les instruments, de la musique en tant que telle qui venait en premier, ou ça part de où, dans le fond, l'idée d'une chanson? C'est souvent en jouant un peu mindlessly, puis là, il y a quelque chose, il y a une idée qui pop, il y a une espèce de hook qui pop. Après ça, c'est là qu'il faut que tu mettes les heures à la table de dessin, mais c'est beaucoup la musique, une idée, une petite ligne, une petite mélodie, puis après ça, il faut le développer. Puis, mais oui, musique avant parole, certainement. Ça, quand tu développes ça, est-ce que c'était un moment situé dans ta semaine que tu sais que de telle à telle heure je vais faire ça, ou c'est vraiment au feeling? Au feeling, certainement, mais de plus en plus, je constate qu'il y a des moments qui sont qui fonctionnent mieux. Ça peut sembler contre-intuitif, mais le matin, ça marche vraiment mieux pour écrire. Je vois les idées plus claires, la tête plus reposée. Il faut pas voir ça comme il y a une toune qui va me tomber dessus, puis je vais l'écrire sur un coin de table. Tu sais, je pense qu'il faut vraiment, comme n'importe quoi, il faut s'asseoir, puis il faut travailler, il faut se creuser la tête. Puis est-ce que c'est toi qui crées tes propres la musique, genre l'instrumental là? Non, il y a toujours beaucoup de musiciens avec moi en studio. C'est une affaire de communauté, c'est une affaire, ça crée des relations tellement intenses, tellement profondes, tellement tu vis des affaires tellement intenses avec ces gens-là que ça devient des frères et sœurs. Là, encore là, François Pérusse a tout fait tout seul d'une pièce chez eux. Fait. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de formule. Tout est son contraire. Ouais, c'est ça. Comment tu t'es fait connu? Comment tu as fait tout ça? Genre? Beaucoup de premières parties. Tu parlais tantôt d'Avril Lavigne. Je pense que c'est un peu le devoir des artistes plus établis d'amener des artistes moins connus avec eux en tournée. Fait que j'ai fait beaucoup de premières parties des Sœurs Boulay, Cœur de pirate. Puis tu joues devant des salles pleines qui sont pas là pour te voir, évidemment, mais qui finissent par te... C'est de faire beaucoup de spectacles, de jouer dès que tu peux, dès que tu as une occasion de jouer, même si ça peut paraître des shows qui sont moins intéressants. Tu sais jamais qu'est-ce que ce spectacle-là va t'amener comme opportunité. Fait que jouer. C'est comme ça que tu apprends ton métier puis que tu te fais voir. Mais les premières parties, c'est un élément clé de développement de carrière, certainement. Super, mais passons au deuxième segment, parce que là, on a touché un petit peu au début, mais on a déjà commencé à se tremper les pieds dans le deuxième segment, c'est-à-dire le processus créatif. On a commencé déjà à parler de méthode de création, d'écriture de chansons. Juste avant qu'on tombe dedans, je veux juste vous rappeler que vous pouvez aller voir les performances de nos jeunes artistes sur le site quartier.québec. Allez voter pour vos préférés, parce que le gagnant dans chacune des disciplines va se mériter 1 000 $. Donc, allez au quartier.québec, allez voir ça. Puis en plus, pendant que vous êtes sur le site, vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine. Donc, checkez ça. Un de mes sujets préférés, toutes catégories confondues, le processus créatif, comment quelqu'un vient à créer quelque chose qui, visiblement, connecte avec d'autres humains. Est-ce que tu commences à avoir une méthode de travail? Comment ça fonctionne? Ah, I wish. Non, c'est encore un processus extrêmement chaotique et désorganisé. Dans mon ordinateur, je dois avoir à peu près en ce moment 15 sessions différentes de bribes d'idées puis d'affaires que je commence. Ça pourrait être... Pour moi, puis je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui écrivent de la musique. Tu sais, je disais tantôt, il n'y a pas de chansons qui tombent dessus, c'est pas vrai. Il y en a qui te tombent dessus des fois que tu prends ta guitare, puis en une demi-heure, t'as une chanson, puis t'es comme that's it. Puis d'autres chansons qui peuvent prendre 1 an à écrire, là, que tu remets de côté, que tu ressors, que c'est une phrase à la fois c'est painful, puis c'est dur à sortir, puis c'est... Daniel Cohen, Alléluia, c'est comme 8-9 ans, je pense. Ouais, puis je pense que la chanson originale avait genre 72 couplets littéralement. Là, il y en a gardé comme... Je suis content que tu dises parce que souvent tu vois des vidéos d'un artiste comme « J'ai écrit la tune en 1 minute, je suis devenu milliardaire ». T'es comme « Ouais, c'est sûr, ça peut arriver », mais tu sais, comme c'est de penser que c'est la norme. Non, c'est pas la norme. La plupart des gens vraiment doivent se presser comme un vieux citron pour aller chercher le... Ben oui, tu sais, Dylan, qui sur ses 3 premiers disques, tu disais qu'il était sur un coin de table, prenait son café le matin, une napkin, il écrivait une tune qu'on écoute encore 60 ans plus tard. Je pense que c'est important quand l'idée est là, de la surfer très rapidement puis de pas la mettre de côté pour plus tard parce que c'est vraiment des moments qui passent puis quelque chose qui te semblait pertinent et intéressant à ce moment-là. Si tu rouvres la parenthèse le lendemain, ça peut te sembler complètement... T'es comme, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'avais... Tu vois plus ce que tu voyais la veille, fait que c'est...
Je pense que c'est bien de pas remettre à plus tard. Puis quand tu vois le petit animal, là, tu le suis. Puis tu. Battre le fer quand il est chaud parce que Voilà. ça refroidit. Ça refroidit très vite. Ouais. Moi, mon processus créatif, on va dire, ça commence souvent en écrivant. Puis je suis assez critique avec ce que j'écris, donc j'ai l'impression que ça tourne en rond souvent. Donc si tu as des conseils, Elliot, justement, pour sortir un peu du carcan. Je sais de quoi tu parles. Je pense que c'est bien d'être extrêmement critique envers ce qu'on fait, mais des fois, il faut faire preuve d'un peu d'indulgence aussi à l'égard de son propre travail. Je pense qu'à un certain point, il faut laisser aller. Je connais personne qui a ever écrit une chanson qui a fait « that's it ». Tout est là, j'ai fait quelque chose. C'est plutôt, je pense que c'est le mieux que je peux faire avec ça. Il y a une beauté dans le fait que c'est extrêmement imparfait, que c'est extrêmement frustrant. Fait que c'est de toujours tendre vers cette espèce d'idéal-là qui n'arrivera jamais. Fait que il n'y a pas de fin à ça, ce qui est génial, je trouve. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi des oreilles extérieures. Si vous avez des gens dans la vie à qui vous faites confiance, avec qui vous êtes game de vous montrer très vulnérable, d'avoir 2-3 paires d'oreilles avec qui vous pouvez bouncer des trucs, de faire comme ça. Parce qu'à un moment donné, on est trop collé sur nos trucs, puis on se voit plus aller. Puis, T'as-tu ce qu'on appelle une garde rapprochée, des gens à qui tu... Il y a 2 personnes à qui je fais extrêmement confiance, puis qui ont souvent assez raison, parce qu'ils connaissent beaucoup ce que je fais. Fait que si moi j'avais quelque chose qui je suis comme, hey, ça, je pense que c'est bon, puis la personne est comme, ah ouais, tu trouves que c'est bon? Je suis comme, ah, je réécoute, puis je suis comme, ouais, t'as peut-être raison, c'est peut-être pas mon meilleur travail. En même temps, c'est pas très grave non plus de sortir des trucs qui sont pas ta meilleure chanson. Je pense que c'est un mélange entre faire confiance à son instinct. Ça prend des gens qui sont bienveillants à ton égard. Fait que s'il y a des gens qui sont... si vous avez des personnes comme ça dans votre vie, apprenez à leur faire confiance et à vous montrer vulnérable. Tu es capable de le laisser aller, une tune que... Ouais, je pense que il n'y a jamais eu une situation où moi j'étais comme, j'y croyais tellement, puis j'ai jamais encore ce grand combat-là. J'ai pas de problème à laisser aller des chansons. Est-ce que vous écrivez un peu, vous avez commencé à écrire, est-ce que... Moi, je parle pas italien, fait que j'écris pas bien. Je peux pas... Non, j'écris pas de l'opéra du tout, c'est juste de l'interprétation. Ouais, c'est ça. C'est au niveau du processus de création, je suis pas capable d'écrire des vers en italien, là. Non, je comprends. C'est quelque chose qui t'intéresserait un jour d'aller dans la création un peu? Pas pour le moment, non. Non, c'est ça. Juste essayer de faire raviver les classiques anciennement. Oui, puis il y a eu des artistes extrêmement importants qui étaient, je ne veux pas dire juste interprètes, mais qui étaient exclusivement interprètes, qui ont été je veux dire, Edith Piaf, Diane Dufresne au Québec. Il y a eu des grandes interprètes qui ont jamais écrit de musique. Puis il y a moyen d'être extrêmement créatif en étant interprète aussi. C'est pas juste écrire des tunes, être créatif. Là, je pense 100%. C'est en fait, je pense qu'ils ont pris des chansons qui en ont fait leur création. Oui. Que les auteurs-compositeurs, je pense que Jean-Jacques Goldman n'aurait pas fait les tunes à Céline comme Céline. Et non. Et puis il était content de... Ouais, c'est des relations qui sont extrêmement mutuelles, dans le sens que Goldman a eu besoin de Céline autant que Céline avait besoin de lui. Exactement. Exactement. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres, peu importe le processus créatif, parce que tu pas nécessairement besoin d'écrire des chansons, juste, mettons, de vouloir interpréter une chanson, de dire, OK, même quand certains vont faire un cover, ils vont dire, OK, moi, je vais la faire différemment. Vous avez déjà été un peu dans ce... Moi, j'ai déjà, avec mon ukulélé, des fois, je me prends la tune, puis j'y donne un autre air, genre Bad Guy, je l'avais complètement changé avec mon ukulélé. Fait que, ouais. Même une musique qui est joyeuse ou triste, tu es capable de la rendre quelque chose d'autre complètement. Ben oui, 100%. Juste par rapport à comment tu l'interprètes. C'est vrai, mais à la base, être un artiste, c'est jouer avec une idée, que ce soit musicale, que ce soit visuel, que ce soit peu importe. Puis un enfant, c'est ça que ça fait, ça se joue, ça se pose pas une question. C'est créatif dans chaque activité de sa vie, ne serait-ce que manger son repas, tout est un acte de création. Puis ça, éventuellement, il y a les petits moules dans lesquels on essaie de te rentrer. Puis je pense que tout le monde est un artiste dans la vie. Il y a des gens qui se donnent pas le droit ou qui n'ont pas l'occasion. Je pense qu'être artiste, c'est un privilège. Tout le monde a quelque chose, tout le monde a une vision, tout le monde a quelque chose à sortir, à offrir aux gens. C'est juste qu'il y a des gens qui se font pas donner l'occasion de le faire à cause des circonstances de la vie. Mais oui, je pense que si toi, tu es touché par une forme d'art pratiquée par quelqu'un d'autre, c'est impossible que cette énergie-là se transforme pas en une énergie créatrice qui ressort après. C'est impossible. Est-ce que vous diriez qu'il y a un lien très relié avec la musique et les autres arts? Je pense que quand tu pratiques plusieurs arts, ça te permet d'être beaucoup plus flexible, j'ai l'impression, parce que tu as l'ouverture sur beaucoup plus de choses. Je trouve que de mélanger les choses ensemble, ça te permet de mieux comprendre puis mieux ressentir.
Je présume que ça dépend aussi pour Mhm. chaque personne. Mais comme je disais, comédie musicale, c'est le meilleur exemple qu'on peut avoir. Là. Ou la danse. Ou la souvent danse sur la aussi. musique, dans, Tu sais, dans, c'est dans le sûr, cinéma, il y a de la musique aussi. C'est ça. Est-ce que toi, tu es déjà sorti t'as été en contact avec une autre forme d'art, que ce soit en sortant d'un film ou un truc, que ça t'a nourri directement pour la création? Ah, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. C'est dans l'inconscient, certainement, mais c'est sûr que oui. Quand tu vis quelque chose après ça, cette énergie-là va être retransmise à travers, peu importe ce que ce soit une pratique artistique, une relation, c'est quelque chose qui voyage. Un transfert. Ouais, c'est pas genre, tiens, je te donne ça, puis là, ça circule. C'est genre très spirituel, mais c'est pas. mais très réaliste. Ouais. Ouais. Souvent, on réalise avec le temps qu'on a des freins créatifs. On est comme, ah, ça. Est-ce que tu as découvert avec t'as une petite liste depuis que tu as commencé à dire, OK, il y a des affaires qu'il faut absolument que j'évite ou qui me bloquent? La peur du ridicule, la peur du jugement, autant le jugement des autres que le sien. Les gens qui vont te dire que non, ça, tu peux pas faire ça, ça marche pas, ça, tu vas avoir l'air fou, ça. Il faut apprendre à juste bloquer ça. Puis le sentiment d'humiliation, c'est toi qui te le crée. Si tu décides de te sentir humilié par le regard des autres, tu vas jamais t'en sortir. Fait que c'est pas grave d'avoir l'air de se planter, c'est pas grave d'avoir l'air tout nu, c'est pas grave de... Fait que c'est vrai qu'il faut se débarrasser de la peur du ridicule, de la peur du jugement. Mais c'est le travail d'une vie, là. Je suis pas rendu là pantoute, là. Non? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui vous amène à écrire vos paroles? Pour moi, il faut que ça soit des trucs très personnels, très journal intime, kind of vibe, mettons. Là. Fait que, mais tu sais, il y a toutes sortes de manières. Il y a beaucoup d'auteurs-interprètes que j'admire qui, eux, écrivent des choses qui sont complètement inventées, qui écrivent des histoires. C'est ça, ouais. Puis ça peut être très, très touchant aussi. Je veux dire, on peut être extrêmement touché par un film de fiction, des choses qui sont pas arrivées. Moi, c'est beaucoup comme si j'écrivais une lettre, comme si j'écrivais à quelqu'un ou à moi-même. Genre. Ouais. Fait que parfois, c'est pas obligé tout le temps d'être de quoi d'inventer. Non, puis tu parles d'écrire à toi-même, c'est un excellent point. Moi aussi, il y a beaucoup de chansons où finalement tu te rends compte en rétrospective que tu te parlais à toi-même. C'est une manière de se voir aller, puis de s'auto-analyser, puis pour après ça faire mieux, pour grandir comme personne. Puis, fait que oui, ça peut beaucoup être un dialogue avec toi-même aussi, puis l'émotion avant tout, quoi. Les langages sont culturels, mais les émotions sont universelles. Oh, faut mettre ça sur un T-shirt. C'est beau, c'est touché. Bon, Wow. ça y est, je peux plus taper ça, on laisse faire le reste. Il est brûlé. Je vais aller pleurer, c'est Iman qui va continuer. Alors, Elle était prête, elle c'est drôle, j'étais sûr que tu allais me demander. L'opportunité? Non. C'était super pour le volet processus créatif qui, je trouve qu'il y a comme une courbe naturelle de les débuts, quand tu commences à en faire de plus en plus et de développer justement ce muscle créatif-là jusqu'à le troisième segment, c'est-à-dire les débuts dans le métier. Toi, y a-tu un moment où tu as senti une transition entre c'était ma passion, c'était mon hobby, puis là, c'est une job? Y a-tu un moment où tu dis, oh, il y a eu une transition? Ben, le contrat de disque, là, c'est sûr que ça rend ça plus. Quand il y a des gens qui se mettent à. Quand tu te mets à avoir une équipe, là, quand il y a des gens qui se mettent à travailler pour ton projet, puis. C'est quoi la plus grosse adaptation, mettons? Ben, c'est qu'il se met à avoir des gens qui se mêlent un peu de tes affaires. C'est comme dans toutes les situations de la vie, l'argent peut vite gâcher quelque chose qui marche bien. C'est tabou de parler d'argent, mais si on n'en parle pas, c'est là que tu te fais avoir. Il y a des gens qui ont avantage à maintenir le tabou de l'argent dans la culture parce que t'es comme non, on parle pas d'argent, puis quand tu parles pas d'argent, ben, tu te rends compte que t'en fais pas ou que des gens en font sur ton dos. Fait que moi, c'est ça. Des gens qui disent non, je peux pas t'expliquer, mais c'est bien compliqué. Exact. C'est ça. Des gens qui vont dire c'est très technique. Puis, il faut lire les contrats. C'est la phrase que j'ai le plus entendue de producteurs malveillants. C'est « Ah, mais c'est bien compliqué. » Ouais. C'est bien, mais tu pourrais pas comprendre. En fait, je veux pas que tu comprennes. En tout cas. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'ils veulent dire, c'est que je veux pas que tu comprennes. Peut-être qu'eux, ils comprennent pas. Ouais, aussi. C'est encore plus dérangeant, si tu veux. Mais tout ça pour dire, les artistes sont souvent les artistes sont concentrés souvent sur la portion créative, tu sais, puis le cliché de l'artiste qui est comme tout désorganisé. Exact, puis, ça, tu sais. Qui est assez vrai, je pense. Qui est assez vrai, tu sais, ouais. Tu t'identifies à ça, d'être comme un oh oui, tous les aspects de ma vie sont un chaos total. Non, j'apprends à t'organiser, puis tu sais, c'est ça, t'es travailleur autonome aussi, t'es ta propre compagnie, fait que t'as pas le choix. Il faut que tu développes une méthode, il faut que t'aies une certaine structure, parce que sinon, tu perds le contrôle en 2 temps, 3 mouvements. Comment t'as trouvé, toi, tes collaborateurs, autant au niveau créatif qu'au niveau business? Puis pourquoi tu ris? Je trouve pas ça si Non, en fait,
Le premier musicien avec qui j'ai travaillé, j'avais aucune idée. Je connaissais rien à rien. Je savais pas comment ça marchait. J'étais comme, comment je fais pour jouer avec du monde? Ouais, j'ai mis une annonce sur Craigslist. C'est drôle. Ouais. J'ai mis une annonce sur Craigslist, puis la première personne qui a répondu, c'est un petit gars super gêné qui arrive. Moi aussi, je suis super gêné. Les deux, on est super gênés. Hein. Puis c'est mon drummer avec qui je joue depuis 12 ans, puis c'est mon meilleur ami. Puis, mais non, comment il s'appelle? Mathieu Le Guerrier. Wow! Ouais. Qui est une des personnes les plus... C'est une Vraiment? Non, mais pour vrai, c'est une des personnes qui a le plus d'influence dans ma vie, à qui je fais le plus confiance d'un point de vue créatif et personnel, qui est une des personnes que j'admire le plus. Connor, qui est comme un des personnages principaux de ta vie. Là, ouais, aussi, qui est mon deuxième pilier musical, ouais, for exact. sure. Ouais. Comment t'es... Est-ce que tu en as essayé? Parce que tu réalisé ton premier album? Non, c'est ça. Premier album, j'étais avec une autre compagnie de disques qui, eux, m'avaient juste repéré dans un show à Saint-Georges-de-Beauce, of all places. C'est pour ça que je disais tantôt, tous les shows sont bons à jouer. T'sais, moi, j'étais comme, je m'en vais à Saint-Georges-de-Beauce faire 4 heures de char pour jouer 3 tunes. De qu'est-ce que je fais là? Puis c'est là que j'ai eu mon premier contrat de disque. Connor, je l'ai rencontré à travers Audiogramme, qui est ma compagnie de disque en ce moment. On cherchait un réalisateur pour faire le deuxième disque, puis j'avais essayé plein de trucs avec des gens, ça cliquait pas, puis tout. Puis j'ai rencontré Connor, puis en 20 minutes, on était devenus amis, puis c'était comme, c'est sûr qu'on travaille ensemble. Est-ce que c'est bon d'aller avec n'importe lequel, le premier qui vient? Quel genre de... Ouais. Ouais. Dans des offres de maison de disques, là? Ouais, si jamais, tu sais. Non, il faut absolument pas aller avec le premier qui t'approche. Absolument. Non, c'est pas vrai. Ça peut être vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que des gens qui sont peut-être pas le bon fit vont vite essayer de vous faire croire qu'ils sont là pour vous sauver puis que vous avez besoin d'eux alors que vous avez besoin de personne dans la vie, là, t'sais. De prendre le temps de rien signer trop rapidement. Tu sais, rendu là, c'est très technique, c'est peut-être plate, mais de faire reviser le contrat par un avocat, c'est toujours une bonne idée. Il y a des gens... Est-ce que tu l'as fait? Pas mon premier contrat, non. Comment ça s'est passé? Non, je veux absolument pas laisser entendre que je me suis fait enfiroiper. J'étais tellement excité. T'as 20 ans, puis quelqu'un te propose un contrat de 10, puis te met un chèque devant les yeux, puis t'es comme, OK, puis tu signes tout. Puis, ouais, il y a des 100 gens... 100 piastres! C'est le plus d'argent que t'as jamais vu dans ta vie. T'as faim, t'es comme, oui, 100 piastres. Non, mais il y a des gens dont c'est la job de reviser les contrats de 10, donner des conseils, puis de prendre son temps, puis de comprendre sa propre valeur, puis t'es pas obligé de dire oui à tout. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de diminuer ta valeur pour pouvoir t'avoir un meilleur marché. Fait qu'il faut mettre son stand your ground. Là, ouais. Si tu n'avais aucune limite, avec quel artiste et où est-ce que tu aimerais performer? Il y a un band que j'adore, qui s'appelle The National. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Le gars, c'est pas lui qui écrit avec Taylor Swift? Ouais, il y a un des guitaristes qui a réalisé les 2 derniers Taylor Swift. Bon Iver, c'est sûr que j'adorerais jouer avec Bon Iver, for sure. Tu as-tu dit? Je l'ai tweeté, j'attends encore sa réponse. C'est de même que t'es punk, tu as dit t'es pas game. C'est ça. C'est de même que tu dis à Bon Iver t'es pas game, il va l'ignorer puis ta vie va continuer. C'est ça. C'est exactement ça qui va se passer. Quand tu as décidé, quand tu as fait le choix, même si tu dis que ça s'est fait quand même assez smooth, la transition, de dire non, OK, je suis auteur, compositeur, interprète, je me lève le matin, c'est ce que je fais dans la vie. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a changé quelque chose dans les autres sphères de ta vie? T'sais? Après quelques années, toute ta vie, c'est ça. Moi, je connais personne qui fait tout mon cercle d'amis maintenant, c'est juste des musiciens ou des humoristes animateurs. Non, mais dans le sens que ça devient... Je viens d'apprendre qu'on est amis, puis je suis content. Fait que continue. Je parlais pas tout. Je parlais pas non plus. Non, mais ça devient... Il commence à plus avoir de séparation entre le travail puis la vie personnelle. Ça devient tout... Tu travailles jamais, mais tu travailles tout le temps. Tu prends jamais de vacances, mais tu es tout le temps un peu en vacances. Il y a des gens, je pense, qui sont meilleurs pour pour punch out, là, pour compartimenter les choses, mais moi, j'ai pas envie. On dirait que ça me tente que mes collègues de travail soient mes meilleurs amis, puis que je sois tout le temps en train de penser un peu à ça. Aussi. Ouais, ça ce que tu fais, c'est ce que t'aimes, donc pourquoi je ferais pas ce que j'aime? Ouais. Le fameux cliché de genre, choisis un travail que t'aimes, puis t'auras jamais l'impression de travailler, c'est vrai. Trouve ce que t'aimes puis trouve un moyen d'être payé pour faire. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas extrêmement difficile, que t'es pas toujours extrêmement sécure, que tu remets tout en question, que une journée sur 2, tu penses que t'es le pire humain de la Terre, que t'es le pire musicien de la Terre, que tout ce que tu fais est poche, puis il y a d'autres journées, t'es comme OK, ça va bien. Okay, c'est pas si pire. Pas si pire, ouais. Quel genre de festival les nouveaux interprètes ou même compositeurs-interprètes devraient participer? Il y a tous les festivals, tu sais, le festival de Petite-Vallée, il y a des festivals qui ont plus une vocation de développement, d'espèce de mise en lumière d'artistes qui commencent, puis
Puis le Festival de la chanson de Granby aussi. Tu sais, il y a vraiment des festivals qui sont plus un peu des écoles, mais dans des contextes extrêmement professionnels, puis où il y a des gens qui viennent voir, puis qui sont plus axés sur la découverte, disons. Le Festif de Baie-Saint-Paul qui plug beaucoup d'artistes locaux, des artistes moins connus. Et le Festival de Montgolfière, je sais que Cégep en spectacle, secondaire en spectacle aussi, ceux qui étaient choisis, il y avait tout le temps des juges, puis ils amenaient des gens faire au Festival de Montgolfière à Gatineau, qui est quand même un gros festival, où est-ce que des jeunes artistes, genre mes amis, sont allés là, puis on était là pour les encourager. Je serais curieux de savoir où est-ce que mes comparses, c'est où est-ce que vous avez performé? Moi, c'est à mon école. Secondaire en spectacle, là? Non, c'est un show qu'ils font à chaque année. Ça s'appelle Polyramix. Puis je pense que c'est rendu à la 35e édition. OK. Fait que, ouais, j'ai vraiment trippé. Qu'est-ce que t'as chanté? J'ai chanté du Billie Eilish. Nice. Bellyache, puis Happier Than Ever. Puis il y avait 3 sortes de prestations, c'était vraiment malade. La gang puis tout, là, j'avais vraiment un bed en arrière, puis j'avais 2 filles qui faisaient des back vocales avec moi. Oh, très cool. La totale. Très, très cool. Il est sur YouTube. Chanter devant la famille, c'est vraiment ça qui me donne le plus de passion. Ah, wow, Donc, c'est vraiment cool. Si t'es à l'aise de chanter dans ta famille, tu vas être à l'aise de chanter. Ouais, c'est ça, vraiment. Génial. Ange? Ah, moi, c'était devant toute l'église. C'était lors de notre concert, le concert de la chorale. Je sais pas si ça, vous appelez ça comme ça ici. Ouais, une chorale. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je chantais une fameuse musique chrétienne. Là, il y a tout le monde qui s'est levé. Ils ont commencé à faire des bails comme ça. Tellement Puis là, cool. ça me réveillait encore plus. Là, j'étais comme... Je suis Beyoncé, je suis Beyoncé. C'est donc cool. C'était rendu, tout le monde s'est levé, puis à la fin, tout le monde a applaudi. Ils ont vraiment applaudi. Bon feeling, ça doit filer. Tes parents, étais-tu là? Ouais. Wow. Ma meilleure expérience de chant, ça a été avec ma mère. Puis, à la Saint-Valentin, on célèbre tous les Saint-Valentin ensemble. Puis, à un moment donné, elle nous avait dit... On va aller dans un centre de femmes battues ou qui étaient seules, qui arrivaient au Canada, comme juste des femmes seules en général, puis qui se regroupaient. Puis elle m'avait dit, pour la Saint-Valentin, on va aller chanter des chansons pour elle. Puis ça, c'était une de mes meilleures expériences. Wow! C'est quoi que vous aviez chanté? On a chanté la chanson L'essentiel de Ginette Renaud. Ouais. J'avais quelques chansons anglaises, dont Bleeding in Love. Puis je pense que ma mère, c'est Les Anges dansent, mais de Laurence Jalbert, comme l'interprétation. Puis on avait chanté cette chanson-là aussi ensemble. Est-ce que vous faites des harmonies vocales des fois, ça? Ben, quand on chante. On a pas mal une voix similaire, donc je présume que ça fait juste bien s'entendre ensemble. À l'unisson. Mais ouais, quand on chante, on chante. Super. Gars? Ben, moi, c'est au Granada, dans le contexte de UDS en spectacle, c'est ça, exact. Je me suis dit, hey, le monde ne voudra pas venir m'entendre crier pendant 2 minutes et demie. Le changement de chanter chez soi en pyjama de Mario Bros. Là. Comme un petit clash un peu. Ouais, ça. On se met un suit. Rosemary? Oui, ben moi, dans le fond, j'ai eu la chance de chanter au Festival des Montgolfières que Sarah a mentionné. À travers Secondaire en spectacle, j'avais gagné ce prix-là. C'était la première fois que je chantais sur une scène aussi grosse, devant un aussi gros public, puis j'étais extrêmement tranquille, j'étais en paix, donc c'était vraiment une belle expérience. J'ai chanté La laideur de Safia Nolin. C'est super. Jérémy? J'ai participé à un concours qui s'appelle Chantons pour elle. C'est pour les femmes battues et ceux qui vivent de la violence conjugale. Belle expérience. J'ai passé en finale. En plus, c'était pour une bonne cause, fait que j'ai trouvé ça fun. Last but not least, Jessica? J'ai fait les pré-auditions de La Voix cette année. J'ai vraiment adoré. Ça a une bonne dose d'adrénaline. Ça me permet d'apprendre à gérer le stress. J'ai chanté Easy on Me de Adele. Nice. Et je pense qu'on est rendu à la portion Starter Kit. Ouvre ton mic, on veut faire un Starter Kit, une trousse de départ. Ça peut être un conseil, un outil, peu importe. Et chacun va en avoir un différent. Donc, on va commencer avec Gab, dans le fond. Oui, ben, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que, tu sais, en réalité, ça fait seulement 2 ans que je chante pour le fun. Puis c'est vraiment d'y aller en fonction des émotions du moment, je dirais. Super. Ange? Pour moi, ce que je dirais aux gens, c'est de croire en eux, puis de croire en leur passion. Continuer à le faire et peut-être un jour, tout le monde l'écoutera. C'est un très, très bon conseil, surtout quand
quand c'est plus difficile? Ben moi, c'est pas mal, un peu similaire, c'est de pas se laisser abattre si quelque chose de mal se présente, parce que c'est ça qui va faire en sorte que plus tard, après ça, tu vas mieux apprécier. Beaucoup de sagesse ici aujourd'hui. Ouais, vraiment. Rosemary? Moi, personnellement, un conseil que je donnerais, que je dois appliquer moi-même, c'est essayer de se détacher, dans le fond, d'une idée préconçue ou de la peur du regard des autres. Se lancer, prendre des risques, puis si ça floppe, ben ça floppe, puis c'est juste ça. Jérémy? Quand tu as une idée, faut jamais commencer avec la pensée « Ah non, c'est pas assez bon ». De jamais s'empêcher de sortir une idée que tu as. Ben, moi, je dirais de se rappeler que même si d'autres artistes sont bons, même si d'autres artistes ont du succès, ça veut pas dire que nous, on n'est pas capable de réussir dans ce domaine-là. Raison, c'est pas une compétition. On est rendu à Marion. Moi, je dirais que genre, prends le plus d'occasions qui arrivent vers toi. Absolument. Iman? Oui, ben jamais arrêter. Donc, si jamais tu as un petit notebook, si jamais tu as un petit crayon avec toi, si jamais tu as quelque part où écrire, un ordi, même un téléphone, juste pour, comme on en avait parlé avant, pour te record, je trouve que c'est la meilleure façon pour commencer à faire de la musique. C'est toutes des très belles réponses qui nous amènent Vraiment. pour le mot de la fin. Ben, je trouve Capitaine qu'il y a Chef, tellement vraiment. on dirait que vraiment, tout le monde a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement essentiel. Je suis comme full ému, je trouve ça fou. Pour vrai. C'est vrai touchant. Ouais, vraiment. De laisser aller les trucs négatifs puis de ne pas lire les commentaires sur Internet. Si tu fais bonsoir, va pas lire les commentaires sur Internet. C'est juste... Ouais. Garde les positifs, garde tous les Mais c'est ça, c'est que tu peux avoir 15 commentaires super positifs puis une personne qui dit « Hey, tes cheveux avaient l'air gras ». Puis là, t'es comme « Ah, shit ». Ouais. Donc, voilà. C'est vraiment super. Merci énormément. Ben, tout d'abord, merci à Elliot d'avoir été là. Merci à vous. De nous parler, de partager son vécu de cette carrière encore jeune. Allez voir ce qu'il fait, allez voir en show, parce que c'est encore mieux que quand c'est live, je pense, parce qu'on le vit live. Merci à chacune des personnes qui étaient ici. Merci énormément. D'ailleurs, par rapport à eux, allez voir leur performance. J'ai tellement hâte d'aller voir ça. Sur quartier.québec. Vous pouvez aller même voter pour votre préféré. Et je rappelle aussi sur le site, vous pouvez vous inscrire pour être ici l'année prochaine avec Elliot ou quelqu'un d'autre. Who knows? C'était Ouvre ton mic. Merci. Bye bye.